Wilson Nyanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Bamamana este bobatelama Nazambe oh. Akuna na yeduri bobatelama Nazambe nalelio. Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Otan dima Beta matusa L'équipe à Makasi, la police nationale. Mama yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, le Jenny. Taking my time, I've stayed away while our brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take our side. The answer's there. Traditions, don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. My feet turn to lead with every step that I make. Standing by, watching my country make mistakes. All hands on the wheel, black, blue, or white. Why can't we just let the equality drive? This world ain't black and white. We're gonna stand up to fight, not look away.
Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises? Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel? Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalale à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité. Voilà. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er octobre 2024. Le premier ou les deux? Ça doit être le 1er octobre 2024. Merci d'être avec nous dans ces nouveaux numéros de la semaine. Je vous ai toujours dit que nous sommes là pour vous faire vivre l'ambiance et vous informer de manière transparente et équilibrée de toute la situation au niveau de la région de Grand Lac. Nous sommes là aujourd'hui pour parler encore de cette question, puisque sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de santé, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons rester dans la région de Grand Lac. Alors, beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vous demande de vous approcher. Je vous demande de copier les liens de cette émission et envoyer à tout celui que vous connaissez. Dites-lui qu'il faut suivre cette émission. Vous prenez juste les sujets, vous partagez dans vos groupes de discussion. Nos frères et sœurs doivent suivre cette émission. Vous le savez, depuis très longtemps, la RDC et les Rwandais ne sont pas dans une bonne cohabitation. Ils ont très bien commencé. Quand je parle des îles, il s'agit du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et le président du Rwanda. Et leur cohabitation n'a juste duré que quelques 2 ans au maximum. Et après, tout a basculé. Ils sont aujourd'hui des ennemis, chien et chat. Et du coup, la population de la RDC et celle du Rwanda se regardent aussi avec un regard beaucoup plus regardant, s'il faut que je me répète. Et tout ça nous pousse à voir clair qu'est-ce qui se passe. Vous le savez, la RDC a toujours accusé les Rwandais d'envahir la RDC et les Rwandais toujours nié. Aujourd'hui, nous allons passer vraiment de manière profonde. Nous allons aborder la question avec les personnes concernées, avec les témoins de première ligne pour comprendre depuis comment la situation se passe en RDC d'après ces témoins aujourd'hui. Je vous ai dit que depuis un certain temps, notre machine numérique est en place. Quand je parle de la machine numérique, j'ai fait allusion ici à une réponse directe sur base de tout ce qui pèse aujourd'hui sur la RDC, alors que nous, en réalité, nous ne méritons pas ça. Aujourd'hui, la RDC est considérée comme déstabilisatrice de la paix dans la région de Grand Lac. Tout ça, c'est un mensonge bien organisé par notre voisin qui nous agresse, les Rwandais, et il est fort en publication mensongère, il est fort en corruption, en infiltration, et nous voulons
nous aussi être collés à l'actualité. On dit les matins, les soirs, nous répondons. C'est ça ce que nous nous sommes dit et nous répondons de preuves, nous répondons avec des précisions. Je vous souhaite la bienvenue, madame, messieurs. Merci d'être avec nous. Si vous avez des questions, vous allez noter des questions et vous allez les poser. Quand je dis nous, d'abord, je vous souhaite une très bonne émission aujourd'hui avec l'émission, vous le savez, a été toujours sponsorisée par les cacao, qui est très bon pour notre santé. Et je souligne que la loterie DV commence demain mercredi, pour les États-Unis. Ça va aller jusqu'au 5 novembre par rapport à vos questions. Alors, quand je dis nous, je ne suis pas seul dans cette émission d'aujourd'hui. Madame, messieurs, je vous présente ici l'invité du jour. C'est lui qui va, avec les révélations qu'il va nous donner, je pense que vous aurez du mal à passer la nuit aujourd'hui. Pour ceux qui sont la nuit et pour ceux qui sont encore les jours, bon courage au volant puisque l'homme va nous parler. Alors, je vais vous présenter Monsieur l'abbé Padri Thomas. Monsieur l'abbé, bonjour. D'être avec vous ce soir pour pouvoir parler de la situation de chez nous, de notre région. Et je suis là pour ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé Padri, est-ce que je prononce bien votre nom? Padri Thomas Naï. Si vous pouvez m'aider à compléter les noms. Oui. Nahimana, c'est mon nom. Nahimana. Voilà. Oui. Monsieur l'abbé Padri Thomas Nahimana. Alors, est-ce que vous êtes vraiment monsieur l'abbé ou, puisque vous savez, les gens prennent par moment de noms comme ça. Nous les voyons même ici aux États-Unis, en RDC. Vous êtes réellement monsieur l'abbé ou c'est un nom que vous avez accepté comme ça? Alors, padri, ça veut dire monsieur l'abbé. Donc, c'est la même chose. Sauf que... Ah, ok. Ouais. Alors, c'est devenu presque comme un nom propre, mais sinon, moi, je suis originaire de Tchangougou, à côté de Bukavu. Donc, je suis né là-bas. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Petit séminaire, grand séminaire. J'ai été ordonné prêtre catholique en 1999 pour le diocèse de Tchangougou. Et puis, j'ai travaillé comme prêtre au Rwanda et en France, en fait. Donc, ce n'est pas un surnom. Je suis bien un prêtre catholique. Je connais bien Tchangougou. C'est le dernier village pour prendre le pont Rosizi et arriver à Bukavu. Vous parlez machi aussi? Bon, pas totalement. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Alors, nous sommes contents de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes Rwandais de père et de mère. De père et de mère, né au Rwanda, élevé au Rwanda, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes opposant acharné, numéro 1 du président Paul Kagame. Alors, c'est-à-dire que j'étais très bien dans ma mission, dans ma vocation comme prêtre catholique, mais j'ai été forcé pour entrer dans la résistance. Et là, voilà, l'histoire a fait que je suis aujourd'hui en vue, comme quelqu'un qui se prépare vraiment à pouvoir remplacer ce régime-là, et nous travaillons beaucoup pour ça. Je rappelle ici, puisque vous parlez du remplacement de ce régime, vous êtes les présidents des Rwandais vivant en dehors de leur pays, disons les Rwandais de la diaspora. Donc, vous êtes organisés, vous avez un gouvernement et vous êtes les présidents de ces Rwandais-là. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait fondé un parti avant, donc en 2013, on avait voulu aller se présenter aux élections présidentielles au Rwanda. Et là, on m'a empêché par 2 fois d'atterrir à Kigali pour aller me présenter aux élections. La première fois, c'était à Nairobi. La deuxième fois, c'était en 2017, en janvier, c'était à Bruxelles. Et c'est là où j'ai appelé l'opposition pour, cette fois-ci, mettre en place un vrai gouvernement en exil pour pouvoir s'organiser sérieusement, donc pour, disons, affronter ce régime. Et c'est pour ça, donc, je ne suis pas seulement président d'une petite organisation, c'est vraiment un gouvernement qui a, avec un cabinet de ministres. On a créé même un tribunal populaire à l'exil. On a une assemblée de candidats députés qui devaient partir d'ailleurs se présenter aux élections
cette fois-ci aussi, la fois dernière, au mois de juillet, avec moi. Donc, on s'organise vraiment en vrai gouvernement, comme des gens qui se préparent à diriger le pays. Demain, j'espère que ça ne va pas tarder encore. Magnifique. Est-ce que ça sera une tâche facile, puisque je sais que vous avez été bloqué même pour venir, pour aller déposer votre candidature au Rwanda. Et aujourd'hui, tout le monde, au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Occident, tout le monde semble prendre Paul Kagame, qui dirige le Rwanda aujourd'hui, pour un saint. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'est une manche de ma question. Et peut-être d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à quitter le Rwanda et aller en exil, avant qu'on aborde la question de Paul Kagame lui-même. Alors, je commence par la dernière question parce que moi, j'ai été ordonné en 99 et j'ai travaillé comme prêtre à Tchangougou, dans les paroisses, et puis comme préfet des études au petit séminaire. J'étais très heureux, je voulais rester là, même s'il y avait beaucoup de problèmes depuis 1994, quand Paul Kagame et son armée ont pris le pouvoir. Parce que c'est une dictature sans nom qui a fait beaucoup de misère au peuple rwandais, qui a surtout massacré beaucoup de gens. Aujourd'hui, on peut parler avec vous, vous pouvez comprendre ce que vous affrontez depuis, j'allais dire quelques années, mais c'est 2 décennies quand même. Vous pouvez comprendre ce que le peuple rwandais a vécu depuis le 1er octobre. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Le 1er octobre 1990. Donc, depuis ce jour-là, les Rwandais ont commencé à être massacrés et ils ont pris le pouvoir en 1994. Ils ont continué. On n'a pas l'idée vraiment des dégâts que ce régime a causé au peuple rwandais. Ils ont massacré tout le monde. Ils ont massacré tous les intellectuels. Bon. Donc, ce n'est pas une exagération. Ils ont massacré beaucoup de gens. Et puis, ils font ça depuis. Ce qu'ils font au Congo, ils l'ont fait au Rwanda depuis. Donc, en 2005, j'étais plutôt engagé dans les mouvements de paix et je travaillais avec des Congolais. Je me rappelle le mouvement Pax Christi qui nous aidait. Moi, je dirigeais au niveau de l'Église catholique la commission diocésaine de justice et paix et j'essayais de travailler avec Pax Christi à Bukavu et à Uvira. Et donc, on pouvait traverser surtout, on organisait des réunions de femmes pour parler de la paix. En ce moment-là, on croyait qu'on était en train de parler de paix, alors que c'était aussi un temps de guerre, parce qu'il y avait de la guerre aussi. Parce qu'il faut le comprendre. Il faut que les Congolais comprennent. Moi, je suis à côté de Bukavu et d'Uvira. Nous, on mangeait parce que les Congolais avaient traversé la frontière et que les Rwandais avaient traversé la frontière de l'autre côté. Depuis ma naissance, sauf que j'ai une partie de la famille au Congo aussi, donc depuis ma naissance, on a vécu toujours avec les Congolais et les Burundais, de près. On partageait tout. Donc, avec la guerre que le FPR faisait, traverser les frontières, nous, en fait, on nous mettait en difficulté. Cette région a été très en difficulté. Mais c'est pour ça que j'essayais de travailler, de m'engager avec les autres, en pensant tout naïvement que l'Église catholique pouvait contribuer à ramener la paix dans la région. En fait, on se trompait parce que les visées du FPR, de Paul Kagame et de son régime allaient au-delà de ce que nous pouvions espérer. Donc, en 2005, ils m'ont pris mon passeport. Je ne pouvais plus traverser les frontières. Je ne pouvais plus faire mon travail, en fait. Et j'ai décidé de m'enfuir. Et ce n'était pas de gaieté de cœur de partir en exil, mais je commençais à rentrer en résistance parce que j'avais décidé qu'il ne fallait pas laisser les choses comme ça. Voilà pourquoi donc je suis parti en exil. Après, vous me allez-y, continuez. Vous me posiez la question sur la sainteté de Paul Kagame. Alors, il y a un ami de Paul Kagame, un ami d'enfance qui a milité avec lui et puis qui a travaillé comme son chef de cabinet. Il s'appelle Théogène Rudasingwa. À un certain moment, quand ils se sont chamaillés, il a essayé de décrire ce président que le Rwanda avait. Alors, c'était un Tutsi de sa race, de son groupe, qui avait dit, alors vous pouvez vraiment regarder sur Internet, vous allez avoir cet article, A State Without a Statesman. Alors, il avait décrit comme quelqu'un qui avait donc, un mindset of a serial killer and a mass murderer. Vous comprenez? Donc, ce chef d'État que nous avons, vous allez m'aider à traduire, vous êtes américain aussi, un mindset
C'est comme ça qu'il a décrit. Je ne pourrais pas faire mieux. Imaginez d'être dirigé par un chef d'État qui devait être un parent pour tout le monde, le père de la nation, mais le cerveau qui est dans sa tête, c'était un tueur en série. Et Amas Madara, donc, c'est ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait au Rwanda. Vous avez ce qui lui arrive, oui. Voilà. Donc, notre saint président, voilà sa mindset, sa mentalité, voilà son cerveau. Je ne pourrais pas dire mieux que son ami. Voilà. Oui. D'accord. Alors, donc, puisque nous, on croyait que Paul Kagame n'est tue seulement qu'en RDC, où il est tue seulement une partie de la population congolaise, il n'a pas effectivement beaucoup tué au Rwanda, puisque lui considère les autres comme des génocidaires, ceux qui ont tué, mais au Rwanda, il n'y a pas eu de tuerie. Et là, ce que vous dites nous intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des cas concrets des tueries dont l'auteur est Paul Kagame? Vous avez des exemples? Au Rwanda, d'abord. Alors, ce ne sont pas des exemples. À partir du 1er octobre 90, c'est eux qui ont tiré la première balle. Donc, ils ont commencé à tuer déjà les forces de l'ordre qu'ils ont trouvées à la frontière. Au fur et à mesure maintenant, c'est connu. Ce n'est plus un secret pour personne, puisqu'il y a même des gens qui sont partis de son armée qui ont tout raconté et qui ont même donné des témoignages au niveau des tribunaux. Par exemple, en France, le juge Jean-Louis Bruguière avait quand même, disons, émis des mandats d'arrêt, et c'est des gens qui venaient de chez Kagame qui avaient donné ces témoignages. Le juge espagnol Jean-Louis Andrew Mereles, qui avait délivré aussi 40 mandats d'arrêt contre les hauts officiers de Paul Kagame pour dire des massacres qu'ils avaient faits. Ils ont organisé des massacres de masse, donc pour tuer des civils. Ils les appelaient dans les stades, ils massacraient tous les stades. Ils ont massacré dans le nord, à Ruhengeri, Gisenyi, Byumba, ils ont massacré du monde. Ils ont massacré, même après avoir pris le pouvoir, dans un cas de réfugiés, ils ont massacré un cas de réfugiés à Kibeho. Tout cela est documenté avant de traverser la frontière vers le Congo pour massacrer aussi des millions de gens. Donc, au Rwanda, et ce n'est pas seulement pendant la guerre. S'il avait pu arrêter en 1994, on dirait, voilà, on va reconstruire le pays. Notre président, voilà, il a massacré les gens, mais c'était dans le cadre d'une guerre. On peut comprendre ça. Oui. Après, ils ont organisé pour décimer des Hutus, des populations Hutus du Nord. Ils les ont... Aujourd'hui, on ne dit pas les chiffres parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Mais entre nous, on commence quand même à faire des recensements par rapport aux gens qui ont perdu les leurs. Nous estimons qu'il a massacré 5 millions de personnes au Rwanda, et on commence à le dire. Et ils continuent. Ils ont installé actuellement. Vous estimez les tueries ou les personnes tuées par le régime à 5 millions de personnes? 5 millions de gens, de personnes. À 5 millions, c'est pas, et c'est pas, oui, et c'est pas tout. Oui. C'est pas tout. Je vais vous révéler quelque chose. Vous avez aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils ont installé des choses qui nous ont surpris tous, parce que dans chaque commune, on en a 30. Ils ont installé des choses, des organisations qu'ils ont appelées des transit centers et des rehabilitation centers. Alors, ils sont au nombre de 40 à peu près, ceux qui sont connus. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans les familles, ils prennent des hommes, ils prennent des enfants jusqu'à 13 ans, 11, 12, 13 ans, ils les enferment dedans et ils disent que ce sont des inzererezi en Kinyarwanda, c'est des gens sans abri, c'est des gens sans domicile fixe, alors qu'ils les prennent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces camps-là? En fait, c'est des camps de concentration qu'ils ont installés. Ils massacrent les gens dedans. Et maintenant, il y a un commerce que vous devriez savoir, et le Congo devait vérifier si ça ne se passe même pas au Congo. Ils vendent des organes humains. Maintenant, on a des preuves, on a des signes, on a même parlé avec des gens qui ont travaillé dans ces organisations-là. Vous pouvez comprendre notre saint président, ce qu'il est capable de faire quand même. Monsieur l'abbé, ce que vous faites, ce que vous dites là, ça fait froid au dos, et il le fait même en RDC. Traversons un peu en RDC. Là, nous avons compris ce qui se passe au Rwanda. Nous, en RDC, nous accusons également l'homme qu'il est auteur de plusieurs morts en RDC. Est-ce que vous avez aussi, une fois, ça vous arrive d'avoir aussi cette conviction
que les Congolais ont raison de l'accuser d'être à la base de plusieurs millions de morts en RDC? Alors, ce n'est pas seulement la conviction. J'aimerais vraiment demander pardon aux Congolais ce soir. Je serai peut-être la première personne ou le premier responsable politique à le faire, parce que nous sommes au courant, vraiment au courant de ce qui se passe au Congo, de ce que l'armée de Paul Kagame fait au Congo, parce que nous avons des membres de famille aussi qui sont dans cette armée aussi, qui sont forcés d'aller massacrer des innocents au Congo. Donc nous sommes très informés de ce qui se passe et vous pouvez être sûr qu'au moins 90% des Rwandais n'ont rien à voir avec ce que fait Kagame au Congo. Et j'ai aimé l'intervention du président Tshisekedi, c'est pour ça que je vous demandez pardon pour ça. Je demande pardon, je demande sincèrement pardon au nom du peuple rwandais, que d'ailleurs nous sommes en train de nous organiser aussi pour faire quelque chose, pour en tout cas s'allier avec les Congolais qui veulent du changement à Kigali, parce que tant que ce régime est en place, vous n'aurez pas la paix, nous n'aurons pas la paix. Mais je demande et je réitère vraiment cette demande de pardon pour le peuple rwandais. Ça me va vraiment droit au cœur, ça me touche. Moi, personnellement, en tant que Congolais qui mobilise, qui motive plusieurs d'autres Congolais de millions derrière moi, j'accepte ces pardons, que le peuple rwandais n'a pas de problème direct avec le peuple congolais. Alors, on évolue par rapport à cette question. Vous dites que vous êtes conscient qu'il y a des Rwandais qui tuent sur demande de Paul Kagame en RDC, mais qui ne se sont pas engagés directement, mais ils le font malgré eux. C'est ça ce que vous semblez dire. Alors, il faut savoir comment est organisée l'armée de Paul Kagame, parce que... Allez-y. Oui, parce que justement, tous les officiers de cette armée, ils sont Tutsis et de préférence ceux qui sont venus avec Paul Kagame de l'Ouganda. Mais tous les hommes de troupes, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs qu'ils prennent de force pour les engager dans des guerres qu'ils ne comprennent pas. Mais ils n'y vont pas de guerre de cœur, ils n'y vont pas. On les a d'ailleurs, on a commencé à les sensibiliser en disant, si vous arrivez au Congo, essayez dans la mesure du possible de partir, d'essayer de ne plus obéir à vos officiers et de vous remettre à l'armée congolaise. Je ne sais pas si ça se fait, mais nous continuons de le faire. Mais ils sont forcés à y aller. Et en fait, les gens qu'ils envoient au Congo, c'est de la pure chair à canon. C'est pour continuer à les massacrer aussi. Ne pensez pas qu'ils viennent seulement massacrer les Congolais. C'est ces Hutus-là qu'il met en avant pour que les jeunes Hutus, pour qu'ils soient massacrés aussi. En fait, ils gagnent doublement. Et peut-être les Congolais ne comprennent pas qu'il y a de morts. Quand ces jeunes kidnappés de force traversent les frontières pour aller en RDC combattre, ils sont quand même tués par les FARDC. Vous confirmez aussi ça? Ou ils retournent tous vivants? Est-ce que vous avez un chiffre? Le chiffre, je ne l'ai pas, mais j'ai toujours eu des informations des camions qui ramenaient des cadavres, ce qu'ils pouvaient ramener. J'ai des gens qui m'informaient, surtout quand il y en a qui regrettent que les avions Sukhoi ne volent plus. Vous comprenez la situation où nous sommes? Nous sommes très contents car le Congo essaie de se défendre. En même temps, nous sommes en deuil parce que les enfants qui tombent sur le champ de bataille sont toujours nos frères et sœurs. Et on est dans cette situation terrible. Mais voilà, c'est ce que Kagame veut pour nous et il le fait. Et vous pensez que vous regrettez pourquoi les Sukhoi ne volent plus? Alors, ça m'a étonné. Je suis prêtre, hein? Je peux recueillir aussi des confidences. Ça m'a étonné parce que je vous ai parlé de 90% de Rwandais voulaient qu'il y ait une vraie guerre contre ce régime, au moins pour essayer de le détruire. Et ils nous disaient, parce que moi j'ai toujours été pacifiste, je me disais il faut des solutions négociées, il faut des solutions pacifiques. C'était ma mindset aussi. Mais ils disaient il vaudrait mieux une guerre, une vraie guerre, détruire ce régime. Meurent ceux qui peuvent mourir, mais ceux qui vont survivre continueront à vivre après. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que donc c'est pour dire tout simplement ils sont fatigués. De notre côté, le peuple est aussi fatigué. Fatigué par le régime, fatigué par cette guerre, on est épuisé.
Et vous êtes content de la position du président Félix Tshisekedi pour l'instant, qui pense qu'il faut d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques avant de prendre une autre décision allant dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez un autre conseil plus particulier à lui adresser ce soir? Alors là, c'est une question très importante et très complexe parce que j'ai eu la chance de rencontrer physiquement, personnellement, le président Félix Tshisekedi. Alors, j'ai aimé l'homme qui est très sage et très intelligent, d'ailleurs, très intelligent. Il comprend ce qui se passe exactement. Sa stratégie d'utiliser d'abord la diplomatie, on lui reconnaît la valeur de ce qu'il a pu faire parce qu'avant lui, personne n'avait osé traîner dans la boue, mais positivement parce qu'il disait la vérité, ce régime. Mais après, le peuple rwandais est traumatisé par l'expérience que nous avons eue. Quand on traîne dans les négociations, nous avons vu ce que ça peut produire. C'est comme ça que notre ancien président a été assassiné. Alors, le peuple rwandais, ils me disent toujours, ils m'écrivent des messages, ils croient que je vois le président Tshisekedi tous les jours. Ils doivent vous écrire. Oui, allez-y. Ils m'écrivent en disant, il faut lui dire, comme si je pouvais le voir tous les jours, en disant, eh bien qu'il ne tombe pas dans le piège dans lequel est tombé le président Habyarimana, parce que ces gens-là, donc le régime de Paul Kagame, ils sont très forts au moins en deux choses. Dans le mensonge et la désinformation, là, ils sont inégalables. Comprenez que le mensonge est toujours financé. Ils mettent beaucoup d'argent à financer, à faire passer le mensonge. Et ça, les gens ne comprennent pas pourquoi les mensonges ont accepté. Ils sont acceptés parce qu'ils sont financés. Et la deuxième chose, c'est le cynisme et la cruauté. Ces gens ne respectent aucune parole donnée. Ils n'ont jamais de parole donnée. Donc, ils vous trompent en disant qu'ils sont en train de négocier. En même temps, ils sont en train de planifier de vous abattre. Et nous avons vécu cela et ça a causé un traumatisme inguéri. Je ne sais pas comment on va guérir de ce traumatisme-là. Et puis, au niveau cruauté, le président Tshisekedi avait qualifié cela. En fait, il les avait vus. On a vu comment il avait commencé en négociant avec eux. Il s'est rapproché d'eux. Il a compris comment ils fonctionnaient. Et je l'ai compris le jour où il a dit, en fait, c'est un pouvoir diabolique. Parce que ce qu'ils font, surtout en massacrant les gens, aucune personne humaine ne pourrait concevoir ça, que ce soit possible. Alors, pour revenir à la question, non, je n'ai pas de leçon à donner au président Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. Je n'ai pas de leçon à lui donner. Il est plus sage, il est en position de savoir ce qu'il doit faire. Mais en même temps, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ce qui se passe en Israël, au Liban. La réaction des pays puissants, des États-Unis et les autres. Le Congo a à se défendre. C'est le Congo qui doit se défendre. Le Congo doit se défendre. Alors, que diriez-vous de ces accords attendus de l'Angola, qui est comme la dernière ligne droite, le dernier virage que tout le monde attendait, que peut-être c'est de là que sortirait ou que sortira la solution finale pour la paix entre les deux pays, le Rwanda et la RDC. Le président Tshisekedi a déjà accepté toute la proposition que les facilitateurs lui a faite. Mais est-ce que vous croyez aussi en cet accord, puisque Lorenzo même aux Nations Unies a dit « J'ai un accord de paix entre mes mains qui va faciliter à trouver la solution ou trouver la paix entre les deux pays de manière définitive ». Vous y croyez aussi? Alors moi, je suis, en plus d'être prêtre, donc d'avoir eu une formation théologique, donc j'ai fait beaucoup de droit. J'ai fait beaucoup de droit, donc j'ai fait du droit en France et je reviens toujours au droit des contrats. Parce que la parole donnée, ça fait le contrat. Et on avait un article ici en France qui disait que les contrats légalement formés tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient formés. En fait, le monde civilisé fonctionnait comme cela. La parole donnée est un contrat. Alors, vous tombez effectivement dans un piège quand vous croyez au contrat auquel l'autre ne croit pas. En fait, il n'y a pas de contrat. Expliquez-nous un peu. Oui. Paul Kagame et son régime, ils ne croient jamais à la parole donnée.
C'est comme ça qu'ils ont assassiné le président, alors qu'ils signaient les accords de paix. Tout était fait, tout était fini. Alors, eux, ils ne croient pas, ils ne croient jamais aux alliances, aux contrats faits comme ça, aux négociations. Ils n'y croient jamais. Donc, si vous vous y croyez, ils vous considèrent comme naïf. Et évidemment, très, très, très naïf. Et évidemment, ils continuent la guerre. Ils continuent de planifier. Maintenant, nous savons. Et j'ai fait une émission, mais c'était en Kinyarwanda hier. Parce que j'avais parlé avec des gens qui essayaient de me dire, entre autres choses, comment ils préparaient la guerre du Congo. Donc, les forces armées congolaises, ils sont en train... Nous aussi, ces secrets-là, nous voulons le savoir. Ce soir, nous sommes là pour vous écouter. Oui. Qu'est-ce que les gens disent? Je dirais seulement ce que je peux dire ce soir. Donc... Ok, d'accord. Donc, les forces armées congolaises, ils affrontent ce qui s'appelle les M23 qu'on voit sur le terrain. Oui. Parfois, on les repousse, parfois, ils reviennent et ils peuvent contrôler le terrain comme ça. Mais c'est parce que les Kagame sont en train de faire. Et ils sont en train d'avancer, des infiltrés jusqu'à Kinshasa. Vous les avez déjà à Kinshasa. Si vous ne faites pas attention, ils vont faire... Comment ça? Ils sont déjà à Kinshasa? Ils sont déjà dans Kinshasa et ils viennent en civil, en tenue civile évidemment. Et la frontière, et là, c'est la frontière avec l'Angola. Ils les laissent passer par Lubumbashi. Je m'arrête là. Il y a ceux qui sont chargés de l'immigration au Congo, il y a des services de sécurité, ils peuvent voir ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la guerre du Kivu, vous la verrez à Kinshasa bientôt si on ne fait pas attention. Alors qu'on est en train de négocier à Luanda. Et remarquez que la frontière justement de l'Angola est ouverte et il y a des armes qui passent par là. C'est quoi ce jeu-là? C'est pas des choses alors que c'est l'Angola qui nous donne l'impression d'avoir résolu la question. C'est pour ça, comme prêtre, quand j'arrive dans ces choses-là, je me rappelle que je suis prêtre et je demande à mes gens de prier beaucoup et de prier pour le président Tshisekedi aussi, pour qu'il voit, pour que le Seigneur le protège, parce qu'il est piégé aussi de tout part. Ce n'est pas pour faire peur au peuple congolais, vous le savez vous-même. Vous savez que les Kagame et son régime, ils font toujours comme ça. Il ne faut pas être naïf. Nous, on les connaît, c'est pour ça que nous sommes traumatisés. Malheureusement, le peuple rwandais est très traumatisé que pour se libérer lui-même, il a besoin d'aide. Et on avait aimé l'appel du président Tshisekedi en disant « Ce peuple, il est dans les chaînes, il faudrait aussi l'aider. » Voilà pourquoi nous nous sommes réveillés en disant « Maintenant, on a un leader qui a, disons, une stature régionale et qui pense aux autres pays. Vous avez de la chance d'avoir le président Félix Tshisekedi chez vous. » Là, ça me fait... Vous avez dit que de ne pas avoir peur, mais là, ça me fait peur alors. Ça me fait peur. Donc, quand vous dites que vous confirmez que les Rwandais est en train d'acheminer ses armes, ses munitions, ses militaires tout autour de la RDC jusqu'à Kinshasa, là, ça me dérange un peu. Mais c'est un avertissement, un appel à une vigilance totale au service de renseignement et de notre pays pour écouter celui qui parle. Il n'a pas intérêt à nous mentir. C'est lui qui connaît les modes opératoires de l'homme. Alors, moi, ça me dérange un tout petit peu. C'est pourquoi nous nous sommes dit, je ne tairai jamais ma bouche dès lors que ce genre de choses continuent encore autour du président. Alors, vous êtes opposant acharné de Paul Kagame. Je voudrais revenir sur ça et vous comptez prendre le pouvoir au Rwanda à tout moment. Est-ce que le président Tshisekedi pourra vous aider un jour? Vous comptez sur lui pour y arriver peut-être? Nous essayons d'abord de nous organiser, mais quand vous pensez à prendre le pouvoir, il faut penser aux voies que vous avez pour prendre le pouvoir. Nous sommes sûrs que s'il y avait des élections libres, nous, on les gagnerait haut la main. Là, on le sait, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ça. On a des informations, on sait que le peuple essoufflé nous soutient. Là, on le sait, et Paul Kagame et son régime le savent aussi. Par contre, comme ces gens, ils se sont organisés, ils ont creusé des tunnels dans Kigali, ils se sont installés depuis 30 ans, vous pouvez le savoir. Même si le régime s'essouffle un tout petit peu à cause de son type de leadership aussi qui pose problème, puisque ce sont des criminels qui se sont organisés pour prendre le pouvoir.
à Kigali et se servir du pays, donc du pays du Rwanda aussi pour aller piller les ressources de toute la région, surtout de la RDC. C'est une bande de criminels. Là, ce n'est pas des injures, mais quand on massacre 1 million de gens, 5 millions, quel est le nom qui convient? Bon. Après, pour les mettre dehors, pour les faire quitter le pouvoir, alors comme prêtre qui pensait que les voies diplomatiques, les négociations, les élections, surtout les élections, pouvaient être une voie, alors on est confronté à un dilemme. Et c'est là où on voit comme ils se battent avec des armes à l'appui pour massacrer les gens. J'avais appelé le 1er novembre qui suivait l'élection du président Tshisekedi, il ne me connaissait pas encore, je lui avais écrit une lettre. Et c'était la lettre du 1er novembre. Et j'avais proposé une grande alliance régionale si on ne voulait pas voir d'autres présidents assassinés. Donc, cette lettre existe et j'y crois encore. Donc, une alliance stratégique, politique et militaire est nécessaire dans la région entre au moins les pays du CPGR. Donc, entre le Rwanda, au moins l'opposition, nous, Kinshasa et Bujumbura. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas faire face à ces gens-là. Mais à 3, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que ce n'est pas une simple idée aujourd'hui. L'idée fait son chemin. Les présidents qui sont en place, ils savent aussi que c'est absolument nécessaire. Mais moi, je ne suis pas encore au pouvoir. Je suis seulement en opposition. Je suis plutôt demandeur et j'attends la réponse. J'ai beaucoup de confiance. Mais je pense que le président Tshisekedi a compris votre demande. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances cette photo a été prise? Alors, c'était en novembre l'année dernière. Donc, c'est le président Tshisekedi qui m'avait invité à le rencontrer comme homme politique, comme opposant. Alors, on avait discuté beaucoup. Et il m'avait d'ailleurs permis de mettre dans la presse cette photo parce que vous savez que quand vous rencontrez le président, ce n'est pas des Il n'a pas eu peur puisque Paul Kagame l'accuse de vous soutenir pour renverser son pouvoir, son régime. Et il a autorisé de prendre d'abord la photo et la mettre même à la disposition de la presse. Alors, c'est ces services qui ont pris la photo. Nous, pour rencontrer le président, on rentre même pas sans carte, même sans carte d'identité. Donc, c'est ces services qui ont pris la photo. Oui, puisque tout est pris de l'autre côté. Voilà. Avec l'autorisation de la mettre dans la presse et de dire que nous l'avons rencontré. Donc, ce n'est pas un secret. Il a permis cela. Et s'il a permis cela, c'était pour donner un message. Parce que lui, et ça, c'est sa supériorité en fait. C'est sa supériorité. Lui, il peut parler avec tout le monde. Il peut même parler avec des Rwandais avec qui il est en guerre. Et ça il n'est pas obligé de demander l'autorisation à qui que ce soit pour qu'il parle ou pour qu'il reçoive quelqu'un. C'est ça aussi ce que vous voulez dire. Et là, il a défié le pouvoir de Kigali absolument. Il l'a défié complètement et c'est ça sa force justement. Et en tout cas, au niveau diplomatique, il a terrassé le régime de Paul Kagame. Maintenant, la diplomatie ne suffit pas parce que la diplomatie repose aussi sur la parole donnée. Si les gens disent on va arrêter la guerre et qu'ils ne font rien comme ce que nous voyons maintenant au Moyen-Orient, et qu'est-ce qui se passe? Le Congo, il attire des appétits de beaucoup de pays. Vous savez pourquoi? Donc, il y en a beaucoup qui ne voudraient rien faire, qui voudraient voir le Congo dépecé pour qu'ils puissent piller plus facilement. Ne croyez pas que tout ce qui s'appelle les alliés du Congo, ils veulent vraiment que le Congo soit organisé, que ce soit un pays développé qui repose sur ses richesses pour pouvoir se développer. Et c'est là où le Congo, et on avait vu les efforts du président Tshisekedi, à organiser son armée, à essayer de travailler. En tout cas, nous, de l'extérieur, on n'est pas seulement admiratif, mais on sait voir les actions concrètes qu'il pose, qui peuvent effectivement révolutionner des choses au Congo. Mais surtout, actuellement, on est en guerre. Si on est en guerre, il faut être en guerre. Et là, c'est à lui. Il faut être en guerre. Oui. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas en guerre, alors que les gens meurent tous les jours. Et lui, il le sait. Je sais qu'il le sait. Je sais qu'il souffre énormément de voir une partie de son pays sous les feux de Kigali. Mais, à mon avis, il faut être en guerre, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions. Nous évoluons aussi avec mes questions
qui était tiré de ce que les Congolais et les Rwandais pensent. On y va petit à petit. La première question, je souhaite prendre, il y en a beaucoup, petit à petit, les questions de ceux qui nous suivent et mes questions à moi, et nous allons terminer l'émission. La première question vient de Ella Meji, alors, qui nous dit, Monsieur l'abbé, comment considérez-vous les prêtres et pasteurs rwandais qui soutiennent les sanguinaires Paul Kagame? C'est une question importante pour tous les hommes de Dieu du Rwanda qui continuent, sachant que Paul Kagame continue à tuer, mais ils les soutiennent. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui le soutiennent, en fait. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soutiennent ce régime. Il y en a quelques-uns qui sont venus d'Ouganda comme eux et qui seraient plutôt penchés à soutenir le régime. Mais les autres, ils se taisent par peur. Ils se taisent par peur et ça m'étonne justement. Mais en même temps, je ne les juge pas beaucoup parce que quand j'étais au Rwanda, j'ai essayé de travailler, j'étais jeune. Mais on voyait comme un rideau de fer qui était au-dessus de notre tête à cause du terrorisme et de la cruauté de ce régime. Ils ont massacré des évêques chez nous. Ils ont massacré 3 évêques, ou 4 plutôt, ou 5 d'ailleurs. Ils ont massacré 5 évêques. Ils ont massacré des prêtres. Ils les ont mis en prison. Les jeunes qui sont là, ils ont peur. Ils ont peur tout simplement. Ils attendent aussi le salut. Et les pasteurs, c'est la même chose. La preuve, ouais. Le régime vient de prendre la décision de fermer des milliers d'églises dans notre pays. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'églises. Quand on parlait de 4000 églises fermées. 4000 fermées, c'est dû à quoi? Quelle est la raison fondamentale? Alors, la raison fondamentale, c'est que le régime a peur. Parce que les gens d'église s'étaient donné des libertés de commencer à prophétiser. À dire qu'il y aura un changement dans le pays, que la guerre vient et que le régime va tomber. Alors là, il a compris qu'ils étaient en train de faire de la politique, qu'ils étaient en fait en train de mobiliser le peuple et que ça devient très dangereux pour le régime. Alors, bon, c'était comme ça? Ouais, ils ont pris la décision de les fermer. Deuxième chose, ces églises, ces petites églises rassemblaient les gens qui sont, quand les gens, ils ont peur et qu'ils se sentent isolés et qu'ils ne sont pas protégés par le pouvoir, ils retournent à Dieu, ils se confient à Dieu. Alors les églises et les pasteurs et les prêtres deviennent très importants pour la survie du peuple. Et là, il veut couper cette aide que les églises donnaient au peuple pour qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Voilà. Et en plus, ils meurent de faim parce que toute l'économie qui est basée sur disons, les richesses qu'ils volent au Congo et le détournement de l'aide internationale, c'est pour eux, c'est pas pour le peuple. Le peuple est en train de mourir de faim. Alors, pour revenir à la question, les églises, c'était un contre-pouvoir. Quand ils fonctionnent bien, les prêtres et les pasteurs, c'est un contre-pouvoir dans un pays qui fonctionne normalement. Donc, ils les ont fait taire en les assassinant, en les mettant en prison. Et voilà, ils ont compris qu'ils devaient se taire ou prendre le chemin de l'exil comme moi. Alors, il y a aussi une préoccupation importante ici qui demande votre point de vue. Ce n'est pas seulement la frontière avec l'Angola. La RDC doit aussi voir les dangers sur les frontières centrafricaines, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie. Si la RDC se laisse distraire, la guerre est là. Est-ce que, monsieur l'abbé, Padri Thomas Naïmana, excusez-moi, oui, est-ce que donc vous recevez plusieurs informations de tous les Rwandais, d'autres pays, d'autres en dehors du pays, je parle du Rwanda. Est-ce que vous avez déjà reçu des informations faisant état d'une quelconque menace de la RDC qui viendrait de ces pays cités par notre téléspectateur ici, notamment les Congo-Brazzaville, notamment la République centrafricaine, le Sud-Soudan, l'Ouganda, par exemple, contre la RDC. Est-ce que vous avez eu déjà des informations allant dans ce sens-là? Oui. Alors, pour l'Ouganda, ça va sans dire, ça se fait ouvertement. J'avais d'ailleurs posé la question au président pourquoi il considérait qu'il y avait une coopération avec l'Ouganda. Il avait répondu. C'est sa stratégie. Il compromet ce qui se fait, comment les forces rwandaises traversent par l'Ouganda et les Ouganda, tout le monde sait. Alors, pour la Centrafrique, nous avons essayé de mettre ensemble les oppositions donc rwandaises et centrafricaines. On est en train de collaborer énormément et c'est là qui me donnait beaucoup d'informations
dans l'alliance qu'on proposait, en disant le Burundi et la RDC, donc les Centrafricains disaient, de l'opposition, parce qu'ils savaient exactement que et le président de la Centrafrique, qui est allié beaucoup au Rwanda, d'ailleurs, les forces qui protègent les hautes autorités et le président lui-même, c'est des troupes rwandaises. Vous comprenez, si le Rwanda est en Centrafrique, il utilisera certainement la frontière de la Centrafrique pour rentrer au Congo. Et ça, c'est logique. Et puis, pour l'Angola, j'aurais dit, en insistant, parce que le facilitateur, il est angolais, qu'il laisse déjà passer des choses, ça présage quelque chose de terrible. Alors, les autres pays, votre voisin direct, quand on sait que le président a accepté de vendre tout un territoire au Rwanda, nous savons que ce sont les forces armées qui occupent le terrain que le président disons, Congo-Brazzaville, à Brazzaville, c'est des soldats rwandais du régime de Paul Kagame qui sont là. Et vous pouvez comprendre, pour rentrer dans Kinshasa, à partir de ce terrain cédé au Rwanda, vous pouvez comprendre ce que ça signifie. En fait, le Congo est encerclé. Le Congo est encerclé. Oui. Et là, quelle est la solution? Qu'est-ce que le Congo doit faire alors? Moi, après avoir rencontré le président, j'ai eu beaucoup d'espoir. Parce que c'est un homme intelligent et sage. Mais le Congo doit prendre certainement des mesures. Et des mesures d'ordre militaire d'abord, parce que la diplomatie, on l'a gagnée. Et le président, il sait faire. Mais au niveau militaire, je ne m'avancerai pas beaucoup, mais c'est la solution. Si on est attaqué par des armes, on ne va pas se défendre par des prières, seulement des discours, même diplomatiques, très intéressants, vous comprenez. Là, c'est le souci. Il faut cette alliance possible militaire, au moins entre le Burundi qui est à côté et qui le veut vraiment, et l'opposition rwandaise. Je vous dis pourquoi je parle de l'opposition rwandaise qui doit être un élément, disons, dans ce jeu-là. Parce qu'on ne peut pas détruire un régime sans pouvoir le remplacer, sinon vous allez créer d'autres problèmes. Et puis nous, maintenant je le dis parce qu'on s'organise aussi, on connaît ce régime. S'il fallait se battre avec Kagame, ce n'est pas les Congolais qui devraient se battre en premier lieu, en première ligne, c'est des Rwandais. Et il y en a qui le voudraient bien. Vraiment, ça c'est très, très important, très important. Ce que vous êtes en train de dire, et tous les Congolais, je suis en train de voir des messages, je ne sais même pas quoi prendre et quoi laisser. Alors, il y a quelqu'un, il y a Israël qui nous dit, Monsieur l'abbé, bon, ce que vous dites est vrai, il a écrit beaucoup de messages ici, mais il dit, est-ce que, Monsieur l'abbé, quel conseil donnez-vous aux évêques du Congo et aux hommes de Dieu qui soutiennent Paul Kagame? Effectivement, il y a des évêques en RDC qui soutiennent le régime. Est-ce que vous avez un message à lui? Alors, moi je suis simple prêtre, je ne suis pas encore évêque et je ne crois pas le devenir un jour parce que j'ai pris un autre chemin. Je m'étais inquiété par les positions du cardinal par le passé, de votre cardinal. Je m'étais énormément inquiété. Je m'étais même engagé à lui écrire une lettre d'un simple prêtre qui écrit au cardinal parce que, vous savez, dans l'Église catholique, on nous a souvent formés pour être des pasteurs, mais dans un pays bien organisé. Donc, on nous a toujours dit que la politique, ce n'est pas à nous, donc on ne devait pas s'engager plutôt, disons, politiquement, vous comprenez. Et ça nous a défavorisé énormément, car les guerres ont éclaté. On n'était pas préparé pour ça. En fait, le problème de l'Église, parfois, on ne comprend pas toujours comment la politique s'organise dans un pays. Et tous les enjeux, on ne peut pas les avoir puisqu'on n'est pas responsable de ça. Je ne dis pas que les prêtres et les évêques, ils sont bêtes. D'habitude, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents et ils veulent la paix. Ils veulent travailler pour leur peuple. Mais si je dis que ça m'a pris du temps aussi pour apprendre comment s'organiser un pays, pour retourner au bas de la fac pour étudier le droit,
pour lancer un parti politique et voir combien c'était compliqué de l'organiser. Pour aller aux élections, pour être empêché de rentrer dans mon pays. Pour organiser un gouvernement en exil et de voir combien c'est difficile. Pour rentrer dans les négociations, il y a des choses que les prêtres ne savent pas. Même s'ils sont évêques ou cardinaux. Ils doivent résister au pouvoir politique, organiser le pays politiquement, donner les contributions quand c'est nécessaire et surtout ne pas sommérer pour empêcher les responsables politiques de faire leur travail, surtout quand il y a guerre, que les gens sont en train de mourir tous les jours. Et là, les prêtres, les évêques du Congo devraient faire très, très attention. Et je pense qu'ils sont assez sages, je pense qu'ils ont compris, parce que si la guerre arrive à Kinshasa, si la guerre arrive partout au Congo, ils en paieront le prix aussi et ils le savent. Et... Ils vont en payer aussi le prix. Ça, c'est très important, ce message, je pense que c'est bien arrivé. Le prêtre congolais, vous avez écouté, c'est lui qui parle, c'est un prêtre comme vous. Alors, il y a quelqu'un, un Congolais ou un Rwandais qui nous dit, il nous a d'abord donné 10 euros en live, en direct, c'est le seul qui nous a donné. Il dit, cher HK, merci d'avoir invité notre futur président rwandais. Quand il dit ça, je pense qu'il est convaincu. Padre Thomas Naïmana, pourriez-vous inviter très souvent pourriez-vous l'inviter très souvent pour que les peuples congolais et rwandais se reconnaissent davantage? Je pense que c'est aussi une occasion. Est-ce que vous avez ce genre d'occasion d'échanger, de mettre les Rwandais, les Congolais ensemble, leur parler comme ça? Ça vous arrive aussi? Les Congolais vous ouvrent quand même la porte pour vous exprimer facilement? En termes d'hospitalité, les Congolais au Congo, c'est légendaire. Et ça, c'est un point que justement le FPR et le régime de Kagame ont pu exploiter négativement, évidemment pour détruire cela. Mais aujourd'hui, alors qu'on est en guerre, alors que chacun soupçonne chacun, c'est très difficile d'entrer en contact. Mais par exemple, là où nous sommes, en France, en Belgique, les Congolais et les Rwandais, ils se mettent ensemble. Hein. Ça chauffe quand on est en train de parler de politique, parce qu'il faut se connaître pour parler de politique. On est en guerre quand même. On ne sait pas qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. Et surtout que le régime de Kigali, le régime de Kagame, utilise aussi ces voies qui rapprochaient les gens eh bien, pour faire du mal, pour faire des assassinats, pour empoisonner les gens. Et ça crée une situation difficile. Mais on voudrait bien, on sait bien que si le régime de Kigali part, eh bien, pour moi, la réconciliation entre le peuple congolais et le peuple rwandais ne prendra pas plusieurs années, malgré tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille, malgré toutes les destructions. Je suis sûr qu'avec des régimes qui s'entendent au Rwanda et au Congo, en 5 ans, on aura reconstruit et les cœurs et les pays. Je suis convaincu de ça. Ça, je suis aussi convaincu. Je suis convaincu. Donc, vous êtes aussi d'accord avec ce que le président Tshisekedi a dit, que ces Rwandais sont des innocents. Ils ont besoin de notre appui. Ils ont besoin de nous. C'est peut-être dans ce sens-là que vous dites que s'il y a un bon régime, les Congolais et les Rwandais peuvent vivre ensemble sans problème. En fait, on est les mêmes. Il faut savoir, il faut toujours insister et avoir devant les yeux qui nous attaque réellement. Quels sont ces pouvoirs, ces puissances qui sont en train de nous attaquer? Ces gens qui sont au pouvoir au Rwanda et en Ouganda qui s'organisent comme si c'est à eux seulement de vivre et qu'ils devraient massacrer tous les autres. Alors, et là, ils nous mettent dans le même panier. Et ils ont raison parce qu'on est les mêmes. Et c'est là où je dis que le président Tshisekedi a compris en disant, en fait, le peuple rwandais, il n'y est pour rien. Et là, c'est vrai. Et si on l'aidait à se libérer aussi, eh bien, on aura trouvé la paix au Rwanda et au Congo et peut-être dans la région. Alors ça, c'est l'objet de la seconde lettre que je lui ai écrit avant de m'inviter, parce que j'avais fait un message en disant un nouveau régime à Kigali, pacifique et démocratique, c'est l'autre nom de la paix au Congo et dans toute la région. Parce que nous savons que tous les problèmes viennent de ce régime de Paul Kagame. Si on réussissait à soutenir l'avènement des régimes pacifiques à Kigali, on aura résolu tous les problèmes. Je n'ose pas dire en Ouganda aussi, mais vous savez que c'est la même chose, quoi. Kigali et Kampala, c'est la même chose. Kigali et Kampala, c'est la même chose. Merci beaucoup pour tous ces détails.
qui nous aide à comprendre aussi votre manière de voir la question de ces conflits au niveau de la région de Grand Lac. Une question importante nous est posée sur l'écran, vous pouvez bien voir. Oui, il y a Eduardo Manziato qui dit ma question, une fois au pouvoir, que feras-tu des réfugiés rwandais qui sont en RDC? Et moi, je tourne aussi la question dans un autre sens. Aujourd'hui, Paul Kagame accuse la RDC de vouloir ou d'avoir fermé hermétiquement la porte, et Paul Kagame veut maintenant et tout de suite renvoyer tous les réfugiés congolais vivant au Rwanda depuis plusieurs décennies. Il demande à Tshisekedi d'ouvrir la frontière et accueillir ces réfugiés. Il n'a plus besoin d'eux. Et ça aussi, c'est une question, une des raisons avancées par Paul Kagame qui justifie sa présence en RDC en disant « Nous avons besoin de faire retourner ces réfugiés qui sont au Rwanda ». Voyez-vous derrière cette question des réfugiés une autre situation qui se cache dans la pensée de ce régime où il faut parler de Paul Kagame? Alors, nous avons eu une situation de crise à Brazzaville il y a 3 ans. Alors, okay. Kigali avait négocié pour que le pouvoir de Brazzaville lui renvoie tous ces Hutus qui sont dans les camps de réfugiés. Alors, le ministre de l'Intérieur, je crois, avait pris un décret pour les renvoyer chez eux. Alors, nous avons essayé de négocier, c'était difficile. Et comme c'était difficile de négocier avec le pouvoir, j'ai demandé à des journalistes d'essayer de nous écouter et de faire un débat à Kinshasa. Alors, ces journalistes ont été magnifiques. Alors, ils ont posé la question au pouvoir. Il y avait un journaliste qui était très, très influent, je crois, en disant « Vous voyez combien ces réfugiés rwandais pourrissent dans les camps de réfugiés. Et vous venez raconter que le pays est un paradis aujourd'hui. Vous croyez que ces milliers de gens sont tous bêtes pour fuir le paradis et aller pourrir dans des cas de réfugiés? Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a derrière. Ce pouvoir qui les a massacrés dans le pays, qui les ont massacrés dans les forêts congolaises, qui ont continué de massacrer les familles qui sont restées dans le pays. Et c'est cela que vous appelez le paradis que ces gens doivent aller embrasser. J'ai été très heureux de voir que le pouvoir a réagi immédiatement. Ils ont retiré le décret. Le décret, je crois que c'était du ministre de l'Intérieur, et ont laissé les gens. Alors, si on a un régime à Kigali qui est pour le peuple, vous croyez que les réfugiés ne rentreront pas d'eux-mêmes? Ils pourront rentrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant 90, on avait une organisation qui était très importante, qui acceptait la circulation de biens, la circulation des personnes dans la région. C'était la CPGR. Il faudrait revenir, si Dieu le veut, à la situation d'avant 90, de favoriser que les gens s'entendent, que les Congolais peuvent... Moi, les professeurs que j'ai eu au petit séminaire, c'était à Nyondo, à Gisenyi. Les professeurs de géographie, les professeurs de français, les professeurs de mathématiques, c'était tous des Congolais. Ils circulaient dans le pays. Oui, bien sûr que c'est vrai. C'était tous des Congolais. Il y avait combien de professeurs au Rwanda qui enseignaient dans les écoles secondaires et même à l'université? Qu'on retrouve cette situation où les Rwandais, maintenant on connaît le Congo plus qu'avant, puisqu'on a dû parcourir à cause de la guerre, tout le Congo, ils ont eu l'occasion d'apprécier le Congo. S'ils devaient travailler là-bas, mais de façon légale, de façon négociée, de façon surtout pacifique, qui perdrait d'une alliance? C'est le président Tshisekedi qui aime dire des alliances gagnant-gagnant. Si on pouvait faire des alliances comme ça, qui profitent à tout le monde, pourquoi pas? Donc, pour la question des réfugiés, il y a des réfugiés parce qu'il y a un régime qui les chasse et qui leur fait du mal. La première année où nous serons au pouvoir, il n'y aura plus de réfugiés, sauf ceux qui voudraient vivre la liberté d'aller et venir, et sera garantie à tout le monde. On peut vivre dans le pays qu'on veut, mais pas forcé de vivre en exil, pas forcé de ne pas revenir dans son pays, comme ça m'est arrivé à moi, qui voulais retourner dans mon pays et que j'ai été empêché, déclaré persona non grata dans mon propre pays. Ça n'existera plus. Donc la question des réfugiés est une question plutôt du régime en place qui veut continuer à jouer avec ça, à jouer avec le fait en fait, à jouer avec ça, et pour avoir des raisons d'aller piller les voisins, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Il y a Jean-Marie qui dit ce que M. l'abbé vient de dire pour les infiltrés qui entrent par l'Angola est vrai. À Mopompa, village natal du chef de l'État, Fachi,
les villageois avaient arrêté 39 militaires rwandais avec les armes. Bon, je pense qu'il n'a pas fini sa phrase. Il dit que c'est vrai ce que vous dites. Et il y a aussi Pierre Baya qui dit « Please, Ashka, may you ask your president, Felix, to protect dear Abe because now I'm worried. » So, il veut dire tout simplement que pouvez-vous demander au président Tshisekedi de protéger M. Labbé, puisque maintenant là, j'ai peur. Est-ce que vous êtes bien protégé, M. Labbé? De protection. Je crains que ce qui est arrivé à Roussé-Sabagina, aux autres, ne vous arrive. Ça aussi, c'est la crainte aussi de notre téléspectateur ici. Alors, vous savez que c'est comme ça qu'a fonctionné énormément le régime de Paul Kagame pour faire peur à tout le monde. Ouais. Et le régime ne fait pas peur seulement par des paroles, mais par la cruauté qu'ils utilisent à massacrer les gens, à assassiner les opposants. Là, on est habitué à ça. Si on s'est lancé dedans, on sait que, voilà, on est en guerre, comme je disais tout à l'heure. On est en guerre, on peut tomber à tout moment. Mais le Seigneur nous protège, on essaie de s'organiser aussi, on essaie de s'organiser. Mais ils ont fait même, ils ont tiré sur les avions de présidents. Ils ont assassiné au moins 2 présidents. Mais ils avaient assassiné Ndadaye avant, parce que Paul Kagame était dedans dans le complot au Burundi. Donc, ils ont assassiné le président congolais, que vous connaissez. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Donc, ils peuvent toujours tirer sur quelqu'un, personne n'arrêtera. Vous les avez vus dernièrement, c'était cette année, qui ont tenté de rentrer à Kinshasa chez le président et chez le président de l'Assemblée. Vous les avez vus de vos propres yeux. Donc, ils sont à l'œuvre, ils travaillent, donc on s'organise. Moi, comme prêtre, je vous dirais sincèrement que voilà, je me suis engagé. De toute façon, je m'étais engagé pour aider le peuple. Si je tombais demain, j'aurais fait mon travail, les autres vont continuer. Mais je ne suis pas prêt à tomber. Je suis prêt à aller jusqu'à Kigali, à arriver au pouvoir pour pouvoir contribuer au changement dans la région des Grands Lacs, à la paix du Congo, à la paix du Burundi, à la paix de toute la région, avec mon équipe qui se construit, qui s'organise autant que nous pouvons le faire. On est prêt, on s'organise quand même. On s'organise et on se protège autant que faire se peut. D'accord, que Dieu vous protège, puisque c'est la prière de beaucoup de gens ici. Ashka, s'il vous plaît, dites à M. Labbé, nous prions pour lui. Il y a beaucoup qui disent ça. Vous lirez aussi tout ça dans les commentaires. Il y a une question importante ici. C'est M. Kabeya Kayembe qui dit, depuis Windhoek, qu'est-ce que M. Labbé peut nous parler de la relation entre Kagame et l'opposition, surtout l'opposition congolaise? Il cite entre autres Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Avez-vous des informations allant dans ce sens-là que certains membres de l'opposition de la RDC sont soutenus ou sont en collaboration parfaite avec le régime de Kigali? Alors, là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. C'est de la politique intérieure congolaise, mais je peux dire quelque chose sur les opposants, comme je suis opposant seulement en général. Parce qu'il y en a que je vois et je me rappelle l'opposition que nous avons eue au Rwanda en 92-94. Il s'opposait au président Habyarimana qui était en guerre avec le FPR, qui lui avait compris la menace que courait le pays et eux ne comprenaient pas. Ils ont en fait contribué en croyant faire leur travail, en croyant faire leur opposition normalement, à détruire le pouvoir qui était en place, donc le pouvoir du président Habyarimana, avec qui ils avaient certainement des conflits. Mais en détruisant le pouvoir du président Habyarimana, en empêchant vraiment de se battre contre l'Ouganda qui nous attaquait, et bien qu'Habyarimana a été assassiné, ils ont été tous assassinés aussi. Et puis nous avons perdu plus de 5 millions de gens. Et maintenant, c'est le Congo qui a perdu plus de 10. Vous comprenez? Quand l'opposition n'est pas responsable, ça peut créer des problèmes. Et ça me fait peur du président par rapport au président Tshisekedi qui a à faire face à une certaine opposition qui croit que le pays est en paix, qui ne voit pas la mesure de la menace. Et là, mes chers confrères congolais qui sont dans l'opposition, il vous faut être responsable. Sinon, vous risquez d'avoir l'expérience dure telle que nous l'avons vécu au Rwanda. Comme si vous avez vécu.
Alors, une question qui, j'ai déjà dépassé cette question. Demandez à M. l'abbé, est-ce qu'il pense que Kenya est neutre dans ce conflit ou il est aux côtés de Paul Kagame et de l'Ouganda? Alors, en ce qui concerne les forces, disons, des pays de la région qui la raison de l'EAC. Oui, oui, qui peuvent nous aider, disons, dans l'évolution de la situation. Leur jeu n'est pas caché. Là, ce ne serait pas s'aventurer très loin. Que le Kenya joue son jeu, il a été clair. Il n'est pas. J'avais l'habitude, mais je ne devrais pas le dire, j'avais l'habitude de dire que le Kenya n'était pas un pays comme les autres, c'était plutôt un marché. C'est les affaires qui intéressaient. Mais là, je retire ma parole immédiatement. Le Kenya est un pays, mais le président actuel, qui soutienne le M23, il le fait ouvertement. Il a dit dans les déclarations officielles. Je ne vois pas en quoi le président Tshisekedi pourrait avoir confiance en lui. Moi, je n'ai pas confiance en lui. L'Ouganda, on connaît ce qui se passe. La Tanzanie, madame est très sage. J'ai plutôt beaucoup de confiance en madame. Le Burundi, la même chose. Bon, sinon, les autres pays, on les a visités, les pays de la SADC, puisque Congo fait partie de la SADC. Je vois plutôt chercher du soutien du côté de la SADC que de l'EAC. Parce que puisque vous le savez, c'est Nanga Corneille a reçu l'appui du Rwanda et a annoncé la sortie ou son mouvement à partir du Kenya. Avec l'appui du Kenya, il est logé au Kenya, nourri par le Kenya. Et puis, il a annoncé ce mouvement à partir de là. Donc, il bénéficie de cette protection sans condition du Kenya. Alors que la Tanzanie nous a aidé à mettre la main sur le numéro 2 de Corneille Nangaa. Il a été transféré à Kinshasa. C'est lui qui était la boîte à Pandore, qui a révélé beaucoup de choses sur cette collaboration ou ce soutien du Rwanda à l'AFC. Alors, il y a une question importante ici, monsieur l'abbé. Je pense que nous tendons vers la fin. Les Congolais sont très intéressés dans ce que vous leur dites ce soir. On sait bien que du point de vue démographique, les Tutsis sont minoritaires. Quel est votre point de vue sur la politique expansionniste de Kagame, c'est-à-dire l'idée de créer l'empire Tutsi en Afrique? C'est aussi vrai ce qui se raconte autour de ça? Alors, là, du côté du Rwanda, on fait très attention par l'expérience que nous avons eue par le passé. Oui. Je vous dis franchement que ces gens qui nous attaquent, ils s'appellent des Tutsis, mais c'est peut-être une autre ethnie qu'on ne connaît pas. Parce que les Tutsis qui étaient au Rwanda avec nous, avec qui nous avons partagé la vie pendant des années, plusieurs sont tombés parce que le FPR qui nous attaquait a planifié de les décimer. Et ça ne se dit pas assez. Donc, l'horreur du FPR, dans ce que l'ONU a qualifié de génocide au Rwanda, l'horreur du FPR n'a pas été assez montrée, alors que c'est eux qui ont tout planifié. Parce qu'ils se vengeaient contre ces Tutsis-là. Alors, le plan qu'ils ont fait, c'était pas pour les Tutsis en réalité. C'était pour eux. Ils ont une catégorie à eux. Ils veulent dominer le monde. C'est un peuple de rois, je crois. Ils sont des monarchistes, mais ce n'est pas la vie des Tutsis qui les intéressait. Les Tutsis normaux du Rwanda. Nous, en pensant à reconstruire le pays, nous avons constaté que justement, et les Hutus qui étaient au Rwanda en 90 et les Tutsis qui étaient là, c'est eux qui ont pris les coups, tout simplement. Et ceux qui sont venus de l'extérieur, ils se sont installés. Ils ne voulaient d'ailleurs pas retourner au Rwanda en y retrouvant ces Tutsis. Parce qu'il y a des raisons historiques. Parce qu'en 59, 60, 61, quand ils sont partis, les Tutsis qui sont restés dans le pays, ils n'ont pas arrêté de faire des complots contre eux pour les massacrer. Parce qu'ils voulaient qu'ils sortent tous du Rwanda pour ne pas légitimer le pouvoir des Hutus qui prenaient le pouvoir par la révolution. Alors, on a réussi à se venger. Ils ont réussi à se venger contre eux en 94 quand ils ont tout organisé. Et Tito Rutarimara, c'était le plus éminent des idéologues du régime de Kagame, avait expliqué pourquoi en fait ils avaient envoyé des gens pour infiltrer les mouvements de Hutus qu'ils devaient utiliser pour massacrer des Tutsis. Mais il y avait des Tutsis dedans aussi. Donc, pour vous dire, ces gens-là, ils ont un projet à eux.
certains rappellent justement cet empire Hima ou Nilotique, ils ont des noms qui donnent à cela, mais c'est vraiment un groupe de criminels, un groupe qui s'est armé beaucoup et qui pense pouvoir prendre le pouvoir pour le long terme sur toute la région. Au Rwanda, au Congo, oui, en Ouganda, en Éthiopie, partout dans cette région-là. Mais si on ne sait pas de les contrer, vous savez, les hommes, ils avaient même construit un tour pour arriver à Dieu. Vous connaissez cette histoire-là? Oui, la tour de Babel. La tour, oui, je pense à la tour de Babel, oui. Ils avaient même pensé à ça. Donc, qu'ils rêvent de faire ça, qu'ils mettent beaucoup de moyens, qu'ils massacrent des gens pour dominer, ça peut se faire. On peut comprendre cela. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour les arrêter. Et ne pas tomber dans le piège qu'eux veulent. Oui, il y a une sorte d'apartheid au Rwanda qui est installé, un système d'apartheid. Ils essaient de montrer aux Tutsis qu'ils profitent du système plus que les Hutus, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur parce qu'ils les massacrent aussi. Parce qu'ils sacrifient, ils n'ont pas de parole, ils ne disent rien sur ce que ces criminels font. Et c'est à cette condition-là qu'ils peuvent ne pas être assassinés. Donc, ils rêvent aussi. Nous les avons dans nos familles. Oui. Une question de curiosité avant de passer à l'autre question que j'ai prévue tout à l'heure. Est-ce que vous avez la cartographie de l'armée rwandaise? Est-ce qu'il y a des officiers congolais qui sont dans l'armée et ils occupent des postes de commandement importants? Vous avez quand même une idée sur ça, dans ce sens? Ce n'est pas seulement dans l'armée, mais dans la justice, partout. Ceux qui s'appelaient des Congolais, qui parlaient Kinyarwanda, qui sont considérés comme des Tutsis, ils sont partout. Ils sont Congolais et Rwandais et ils occupent des fonctions dans la fonction publique et dans l'armée comme si c'était leur pays. Et ça, c'était notre sujet de discussion. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, vous parlez de ceux qui sont en RDC. Qui sont venus de la RDC et qui sont dans le pouvoir au Rwanda. Est-ce qu'ils sont rwandais? Oui. Oui, donc c'est un peu de confusion. C'est compliqué pour justement savoir qui est qui. C'est très compliqué. Alors, dites-moi, vous avez sur l'écran devant vous là, à votre droite, l'homme qu'on appelle l'écrivain Charles Onana, qui est aujourd'hui traduit en justice en France pour avoir, d'après l'accusation du Rwanda, il ne reconnaît pas du tout qu'il y a eu génocide au Rwanda. Comment vous, en tant que président de la diaspora rwandaise, vous avez accueilli cette nouvelle et comment vous vous organisez? Est-ce que vous êtes concerné par cette plainte d'abord? Alors, ce monsieur est un monsieur très, très important. Je l'ai rencontré plus d'une fois personnellement. J'ai échangé avec lui. Nous avons même fait une émission sur ma chaîne. Donc, c'est un chercheur très, très, très courageux. Alors, d'abord, il est camerounais, il est franco-camerounais, il est camerounais, mais qui s'est intéressé à notre région. Il est un intellectuel honnête qui a essayé de dire ce que les autres ne pouvaient pas dire parce qu'il y a une sorte d'omerta qui est opposée aux intellectuels et aux journalistes. Et vous savez cela, il a pu bousculer cela. Alors, quand il parlait de génocide au Rwanda, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Génocide, c'est une qualification juridique. Je vous ai dit que je suis de formation juridique. Oui. Imaginez une fois si le président Habyarimana avait réussi à gagner cette guerre. Qu'est-ce qu'on aurait raconté? Autre chose, tout autre chose. C'est-à-dire que nous, c'est une guerre civile qui a tourné à la catastrophe, tout simplement. Une guerre civile en partie, parce que c'est des Rwandais qui se battaient avec des Rwandais, mais en même temps, on était attaqué par un autre pays. Et le président Habyarimana, dans sa stratégie, n'a pas voulu le dire dès le début. C'est l'Ouganda qui nous attaquait, avec son armée, avec ses institutions. Et si la chose avait été qualifiée dès le début, on aurait compris que peut-être le génocide, s'il fallait dire le génocide qui s'est passé au Rwanda, était organisé, planifié par l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui est responsable de tout ça. Voilà. Donc, moi, je soutiens Onana dans toutes ses positions, dans toutes les déclarations qu'il fait, et je serai à Paris le 7, le 8, le 9 pour le soutenir dans son procès qui va certainement contribuer à faire connaître, à faire éclater la vérité sur ce qui s'est passé chez nous.
Mais attention, l'homme est partout, hein. Il est omniprésent. À part Dieu, il y a lui. Quand vous annoncez que vous serez à Paris, moi aussi, je serai à Paris dans ce procès. Je ne voulais pas l'annoncer. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non, dire qu'il est partout aussi, on exagère un peu maintenant. Donc, le régime aussi est en difficulté, et en partie à cause du président, à cause de la lutte du président Tshisekedi. Ah bon? Le régime est en difficulté aussi. Le régime est en difficulté. Il n'est pas partout comme on le croit. Et quand nous sommes organisés, il nous fuit aussi. Ça, c'est la réalité que les gens doivent savoir. Ils nous sont quand nous avons peur et que nous les fuyons. Mais quand nous sommes organisés, par exemple, si on va au procès, on n'y va pas comme ça, comme si on allait au marché. On demande aux services de sécurité aussi de nous aider et on organise notre sécurité à nous aussi. Donc, il s'enfuit aussi. Il s'enfuit. Si on était organisé, je sais que pour vaincre, je vais vous dire la dernière révélation. Et ça, je le dirai au président si je le rencontre encore. Ok. En fait, on surestime la force de ce pouvoir-là, tout simplement. Ils sont méchants, ils sont cruels, mais ils sont faibles aussi. C'est un régime qui n'est pas soutenu par le peuple. Ils le savent très, très, très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne laissent pas le peuple en paix, qu'ils le harcèlent tout le temps pour que les gens ne puissent pas. Mais il a fait 99,13% aux élections. N'est-ce pas ça? Les élections, de notre point de vue, il n'y a pas eu d'élection. Nous avons dit que nous annullions cela. Nous continuons la campagne électorale. Ça, c'est une nouvelle à annoncer aussi. Nous continuons la campagne électorale. Moi et les candidats de mon équipe, on continue la campagne électorale parce que nous n'avons pas d'élection se passer dans notre pays. Là, le jeu, là, on est habitué à cela. On n'y croit pas. Personne n'y croit. Donc, c'est à eux seulement de croire à ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu d'élection. Nous savons ce que les élections signifient. Alors, je reviens à quelque chose. Oui, allez-y. Si ce régime est attaqué sur son territoire, si les premiers obus tombent sur le territoire rwandais, vraiment en état organisé pour se battre, c'est là où vous allez comprendre pourquoi 90% de la population ne soutenait pas ce régime et ils vont entrer en action. Ah bon? Comment ça? Alors, au niveau diplomatique, ce régime se croyait intouchable. Personne ne pouvait dire les méchancetés et les crimes qu'il commettait. Seul le président Tshisekedi l'a fait et il les a terrassés en quelques jours, en quelques mois seulement. Et tout le monde a commencé à parler. Militairement, je vous dis que ce régime est très invincible. On peut le vaincre très facilement parce que si on l'attaque sur le territoire rwandais, le peuple ne le supportera pas. Le peuple, il entrera en action, non pas pour le défendre, mais pour le détruire. Il manque seulement un signe que ce régime peut être attaqué, que le peuple voit que ces gens-là ne sont pas invincibles, qu'on peut les attaquer militairement. Et vous verrez ce qui va se passer. Et c'est ce qui manque. C'est peut-être cette étincelle qui manque. Je l'appelle étincelle, mais quand il s'agit de guerre, évidemment, c'est malheureux de pouvoir dire ça. Mais en même temps, eux, ils tuent tous les jours. Au Rwanda et au Congo et parfois au Burundi. Ils font tomber des innocents, des enfants. Parler de lutter contre eux ou de les combattre, eh bien, c'est se protéger, c'est la légitime défense, tout simplement. Et malheureusement, cette légitime défense a tardé à s'organiser, a beaucoup tardé. Je comprends de quoi vous êtes en train de parler, mais nous tendons vers la fin de cet entretien. Beaucoup de questions. Je suis fatigué de lire, mais on va lire même plus tard à la maison. Une question importante. Aujourd'hui, la RDC a traduit en justice les Rwandais au niveau de la justice de l'EAC, les East African Community. Alors, est-ce que vous pensez, et là, je pense que les choses commencent d'abord très mal, puisque là, j'ai vu le Rwanda accuser la RDC qu'ici, la charte est en anglais, tout est en anglais. S'ils veulent plaider, ils doivent plaider en anglais, tout ça. Et ça, c'est le Rwanda qui donne des explications pour écarter les dossiers. Est-ce que vous attendez aussi peut-être une surprise que l'EAC peut trancher en faveur de la RDC, puisque la RDC accuse le Rwanda d'avoir commis des atrocités, des tueries pendant plus de 30 ans sur les sols congolais. Est-ce que vous pensez que l'EAC, vu la configuration, comment dirais-je, l'architecture de l'EAC, soutenue par l'EAC, les créateurs de l'EAC, je peux citer ici les Rwandais, l'Ouganda, le Kenya, qui sont dans un bloc aujourd'hui ensemble pour
combattre la RDC et on y ajoute la Tanzanie, le Sud-Soudan et les autres. Est-ce que vous pensez que cette justice de l'EAC peut trancher en faveur de la RDC ou la RDC est en train de rêver debout? Alors, j'aime beaucoup la culture gréco-romaine parce que j'ai fait beaucoup de latin et puis je suis franco-rwandais aussi et j'ai fait du droit aussi, vous l'avez compris. Il y a des choses, il y a des situations qui m'ont intéressé. Okay. Les situations, c'était qu'il y a des institutions qui fonctionnent seulement en temps de paix. Et quand la guerre éclatait, on suspendait des institutions démocratiques, on donnait les pouvoirs aux généraux pour pouvoir d'abord mettre la question de la guerre à côté pour que le pays puisse s'organiser normalement après la guerre. Nous sommes en guerre. Le Congo est en guerre contre le Rwanda. C'est bien d'utiliser toutes les voies qui sont à notre portée, mais vous savez, les voies démocratiques et les voies de justice ne fonctionnent pas parce que c'est le rapport de force qui compte et le rapport de force militaire en temps de guerre. Et c'est là où le Congo doit faire attention. Parce que des digressions, on peut en avoir. On avait posé une question à Jésus. C'était à propos de quand le royaume viendra, quand tout sera accompli. Il avait d'abord dit qu'il ne savait pas. En plus, il disait qu'il a fait un calcul que devant Dieu, 1000 ans, c'était comme un jour, et puis un jour comme 1000 ans, c'était très compliqué. Mais en politique, c'est exactement la même chose. Parce qu'une semaine en politique, c'est beaucoup de temps. Tout peut basculer en une semaine, même en 24 heures. Donc, le pouvoir de Kigali est très spécialiste à gagner du temps, à essayer de distraire les gens en disant, je vous ai dit qu'ils ne comprennent pas la logique de la parole donnée, la logique des contrats et des alliances et de la justice. Ils n'y comprennent rien du tout. La logique, c'est la force, c'est les armes. Alors, le Congo peut continuer à aller poser des questions à des institutions régionales et internationales, mais on est en temps de guerre. Et c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. On est en temps de guerre. Ce qui les intéresse, c'est le feu des armes, et c'est ce feu des armes qui va trancher par rapport au régime de Kigali. Ils ne croient pas à la justice, ils ne croient à rien du tout. Alors, vous savez, vous tous, qu'il ne viendra pas de solution à Nairobi. Il n'y a pas de solution de justice. Et même si la justice condamnait, par exemple, le Rwanda, qu'est-ce qui va en suivre? Rien du tout. Nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont un chèque en blanc pour tuer. Il y en a un, je ne vais pas en parler, parce qu'il est en train de tuer en ce moment plusieurs pays. Il est en train de faire un génocide, tout le monde le dit, et personne n'en parle. Les Américains, ils soutiennent. Chez nous, c'est presque la même chose. À une différence près, c'est que ce régime, on peut le lâcher très facilement si on décide à le combattre réellement. On peut le lâcher très facilement, puisque son peuple, il va le lâcher le premier, si on décide à le combattre. Le Rwanda n'est pas Israël. C'est très différent. Alors, voilà ce que j'ai comme réponse. Je n'attends rien des institutions de l'EAC en termes de justice. J'attends par contre que nous, on s'organise et qu'on puisse se défendre. Si on ne le fait pas, les conséquences ne tarderont pas et on les verra. Ils ne sont pas cléments, ils ont tué, ils continuent de tuer, ils vont tuer davantage. Et voilà, la situation est celle-là. Merci, monsieur l'abbé. Thomas Naimana. Alors, peut-être vous avez quelque chose que vous auriez souhaité annoncer ou dire aux Congolais comme votre dernier mot aujourd'hui. Est-ce que je vous remets la parole? Qu'est-ce que vous dites? Que diriez-vous aux Congolais qui ont eu l'occasion de vous suivre pendant 90 minutes, aux Rwandais qui vous ont suivi pendant 90 minutes et à la diaspora, tant rwandaise que congolaise, pendant 90 minutes, je pense que vous avez sûrement un message, mais aussi un message au président rwandais que vous remplacerez peut-être, qui le sait, un jour, et au président congolais qui vous a reçu, qui vous écoute et qui vous regarde dans cette émission aujourd'hui. Vous avez la parole, monsieur l'abbé. Au peuple congolais, je dirais ce que j'ai dit au début, en disant ouvertement que le peuple rwandais, 90% du peuple rwandais est vraiment désolé. Le peuple rwandais souffre de ce qui vous arrive parce que nous souffrons vraiment de la même chose, du même mal. Et le mal, c'est le régime de Paul Kagame
qui a décidé depuis 30 ans de vivre sur des tombeaux et des fosses communes en massacrant des innocents au Rwanda, au Congo et dans la région, dans d'autres pays de la région. Et là, ce que je dirais au peuple congolais, c'est que nous sommes des peuples frères et j'espère et je continue de prier pour ça, que d'ici quelques années, car le régime de Kagame sera tombé et qu'on pourra reconstruire nos pays et reconstruire la confiance et reconstruire la coopération. Quant au président Félix Antoine Tshisekedi, je le salue d'abord. J'espère que, je sais qu'il vous écoute. Hein. Je le salue d'abord et je lui renouvelle mon amitié et l'amitié du peuple rwandais. Et je dis que nous sommes très heureux, nous sommes très nombreux à être très heureux qu'un leader qui a une vision régionale, une vision de paix et d'intégration régionale, a pu prendre le pouvoir, arriver au pouvoir à Kigali, plutôt à Kinshasa. Et en même temps, nous souhaitons cette alliance. Et cette alliance est vitale. L'alliance entre le Congo, entre le Burundi et l'opposition rwandaise pour aider le Rwanda à avoir un régime pacifique, un régime démocratique qui pourra également contribuer à la cohésion régionale. Je crois en lui, je crois énormément en lui et je prie pour lui, je dis du président Félix Antoine Tshisekedi, pour que le Seigneur le protège le plus longtemps possible et que son deuxième mandat termine avec une solution régionale, une solution qui convient à toute la région. Sinon, au président Paul Kagame, moi pendant longtemps, je ne le voyais pas et j'ai cru qu'il était mort et je continue de le croire d'ailleurs. Sauf que l'organisation de son régime peut continuer même sans lui. Là, on est en train de préparer son fils qui s'appelle Ian Kagame, d'une vingtaine d'années. Il a été décoré, je dis décoré parce qu'il était sous-lieutenant il y a quelques mois. En une année, il est capitaine maintenant. Et on sait qu'à la fin de l'année, il sera peut-être général, puisque c'est ce gosse qu'on est en train de préparer à massacrer encore les Rwandais, à diriger des groupes qui massacrent le peuple, la population, et que c'est lui, le prochain président, il continue de rêver comme ça. Donc, au président Kagame, s'il existe encore ou à son régime, je dis que 30 ans, c'est suffisant. 30 ans, c'est suffisant, ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils devraient maintenant penser à leur progéniture, puisque eux, ils ont la chance d'avoir des enfants. Ils devraient penser à leur avenir et d'arrêter les guerres, à commencer par la guerre du Congo. Et si possible, d'ouvrir l'espace politique pour que les Rwandais qui veulent vraiment construire et le pays et la paix dans la région puissent accéder au pouvoir et peut-être les sauver eux aussi. Parce que je vois, si la guerre éclate, ils n'ont pas de chance, et ils seront traduits devant les tribunaux et ils répondront de leurs actes. Voilà, au peuple rwandais, je dis de garder espoir, de continuer de prier, de continuer de s'engager, de soutenir l'opposition parce qu'on s'organise vraiment et j'espère qu'on arrivera au pouvoir pour faire beaucoup de bien pour notre pays et pour la région. Je vous remercie, cher Honoré, de m'avoir invité. Et comme ils t'ont dit, ce qui nous suivait, j'espère que vous m'inviterez plusieurs fois pour pouvoir continuer ce débat, cet entretien. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie sincèrement pour votre participation à cette émission. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de choses. Je peux vous faire rire. Il y a quelqu'un qui écrit ici en disant que c'est comme si M. l'abbé Thomas Naïmana et M. Honoré, ils se ressemblent. On est frères, mon frère. Alors, j'ai dit, donc, j'étais là, j'étais en train de rire. Mais bon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous serons toujours ensemble. Les peuples congolais et les peuples rwandais, nous sommes des frères. Il y a des siècles, des années qu'on vit ensemble. Ce n'est pas seulement un individu qui est en mesure aujourd'hui de nous diviser. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et peut-être à la prochaine pour une autre occasion dans cette émission et sur la même chaîne. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci. Alors, chers amis, merci d'avoir été nombreux. Près de 3000 qui étaient connectés. Vous êtes connectés près de 3000 personnes. Si vous pouvez partager et faire passer ces messages au président rwandais, lui dire que votre frère a parlé, en partageant l'émission, en likant l'émission,
Ça fera en sorte que l'émission soit beaucoup suivie. Et vous avez suivi les messages neutres et les messages encourageants, les messages d'espoir, surtout pour le peuple congolais. On vous demande de vous organiser. On vous demande de préparer dans votre tête la guerre et ne pas vous laisser berner ou caresser par les mensonges de Paul Kagame, un menteur patenté de l'Afrique. Donc, il est fort. Monsieur Labelle a dit, il est fort en mensonge, il est fort en infiltration, il est fort en tout ce qui est mauvais. C'est ça, la caractéristique. Disons, s'il faut décorer ou la personne, ce sont ses points forts. Alors, merci. Je pense que les Congolais, chacun a tiré quand même un point important tout au long de cet échange. Je vous aime bien. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et j'ai toujours dit, protégeons la nation congolaise. C'est notre pays. Protégeons le président de la République. C'est le seul que nous avons. Protégez cette émission et protégez aussi les présentateurs de l'émission. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises. Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel. Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalale à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit. Tosanda bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo mboke tonda kubele kasi pona ninyo pona balala libanda kasi mboka eza pe ya kokufa kokamwa totelema boya tosangana bana mboka lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo Fati Beton, président mwana mboka ebale ya Kongo ezali lopango te
Kashe ezali sendela Yawe Yawe benisa Kongo Yawe Yawe batelani Kongo Yawe Yawe benisa Kongo Yawe Yawe batelani Kongo Bana Kongo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba baswahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Kongo toyokana Bana Kongo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai ba Congo, Équateur mamenga, lenyari na lepu, la bwenda na lekwi, tango ekoki, tolingana Congo mboka monene, kolongwa Lumumba shiti na Pointe Noire, etonda bomengo na bato ya mayele, elingi etumba te. Oye etumba ebenganaka kimia, ebomaka bondeko, eteki ekolo, boinani bobobani, bokabwani. Yawe Yawe benisa Kongo Yawe Yawe batelani Kongo Yawe Yawe benisa Kongo Yawe Yawe batela bana Kongo taken my time, I've stayed away, while our brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take our side. The answer's there. Silent genocide.
basolo mwana ya Kongo bayibi bafundisi mboka mpona kitana biso ilungu tutelema tutunga mboka na biso Kongo wazalendo telema tusuki sabanguna bayini nyoso ya Kongo wazalendo telema ilungo tusuki sabanguna ya Kongo Don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Kuna na yeturi bobatelama nanzambe na lelio. Beni Masisi. Luboya Kashaba Motema pasi ebana bunaganda e Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi okozema nalelio Natoni okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga nalelio bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe
balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama nakodingisa kaka epole bina na epole moko kobuje mingi te obina makasi to bina na epole moko bina na ye na epole moko yambe balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alota mafutaka Tilabotani zambi wangu Ukalega tuibalelo Tilabotani Mama Ukalega tuibalelo Iyenge Wakulu muka Wakula satana Sabo Alusisa Katu yambula Ndoloyendi Tandu